Bonjour Sylvie Leray-Burimi. Bonjour. Voilà, et puis bonjour Christophe Pommier. Bonjour. Merci d'être là tous les deux sur le plateau du 64 pour parler donc de cette exposition. Sylvie Leray-Burimi, vous êtes la conservatrice du patrimoine au musée de l'Armée. Et vous, Christophe Pommier, vous êtes conservateur adjoint, responsable du département artillerie, donc aussi notamment un spécialiste de l'armement de cette époque. Alors, le nom de cette expo, ouverte jusqu'au 30 juillet, il faut le dire, au musée de l'Armée, c'est aux Invalides à Paris, c'est France-Allemagne avec un S en Allemagne. On va expliquer pourquoi dans un instant. Sous-titré « La guerre, la commune, les mémoires ». D'abord, on va rappeler le contexte. En 1870, l'empereur Napoléon III est au pouvoir en France et le fameux comte Bismarck, il est encore comte à l'époque, pour faire simple, est chancelier de Prusse. Bismarck veut faire la guerre à la France, mais c'est Napoléon III qui va déclarer la guerre à la Prusse. Expliquez-nous ce tour de passe-passe. La guerre franco-allemande de 1870-71 a en effet été préparée très soigneusement par le royaume de Prusse, sous la conduite de son Premier ministre, le comte de Bismarck. Et elle vient s'inscrire à l'issue d'une trilogie en 3 temps. 3 guerres d'unification, celle de 64 contre le Danemark, celle de 66 contre l'Autriche, grande rivale de la Prusse dans l'espace germanique, et la guerre de 70-71 parachève ce processus en permettant l'avènement du premier Reich allemand. Bismarck avait pris le soin de conclure au sein de la Confédération germanique du Nord, mais également avec les États du Sud de l'espace germanique, Bavière, Bade et Wurtemberg, des alliances défensives qui garantissaient qu'il pourrait partir en guerre à la tête d'une coalition de l'ensemble des États allemands contre la France. Et il était donc indispensable que ce soit la France qui déclare la guerre pour que cette coalition sous la conduite de la Prusse à affronter l'armée française. Et il y a donc eu ce qu'on a appelé le piège de la succession au trône d'Espagne, donc avec présentation par Bismarck d'un prétendant Hohenzollern à la succession du roi d'Espagne, ce qui a déclenché de la part de la France une phobie de l'encerclement comparable à celle qu'il existait à la fin au XVIIe siècle ou à l'époque de Charles Quint. Napoléon III s'est cru obligé de déclarer la guerre à la Prusse. Absolument. Mais est-ce qu'on peut parler d'une guerre franco-allemande ou franco-prusse ? Alors, au départ, c'est une guerre entre la France et la Prusse. La France déclare la guerre au royaume de Prusse. Mais, comme l'a dit Sylvie, Bismarck ayant noué des alliances défensives avec d'autres États allemands, la Bavière, la Saxe, etc., très vite, ça devient une guerre entre l'Empire français et les États allemands qui vont soutenir le royaume de Prusse contre l'agresseur français. Alors c'est une guerre qu'il faut le rappeler, c'est une guerre qui a été perdue par la France et qui a provoqué la chute et l'exil de Napoléon III. Absolument. La chute et l'exil de Napoléon III, la proclamation de la Troisième République. Napoléon III est fait prisonnier à l'issue de la défaite de Sedan et emmené en captivité au château de Wilhelmshöhe, où avait résidé le roi Jérôme Bonaparte durant les guerres de l'Empire. Donc ça, c'est la conséquence la plus visible pour la France, c'est la création de la Troisième République. Conséquence pour l'Allemagne, c'est l'unité allemande d'une certaine manière. Tout à fait. Les États allemands vont proclamer un empire et proposer cette couronne impériale à Guillaume Ier. Alors, c'est Bismarck, encore une fois, qui va organiser tout ça, qui va tramer des alliances avec les puissants de Saxe, de Bavière, etc., etc., pour pouvoir avoir les États allemands unis au sein d'un espace commun, l'Empire allemand. C'est pour ça qu'il y a un S dans le titre de votre exposition, puisqu'en fait, au départ, on doit parler des Allemagnes, en tout cas des royaumes, des duchés d'Allemagne. Tout à fait. En 1870, il y a 25 entités étatiques indépendantes dans le territoire allemand. 25. Et cette victoire sur la France va permettre, en fait, donc l'unité de l'Empire allemand. Exactement. Alors, il faut le rappeler, pourquoi cette guerre de 1870, elle est relativement refoulée, oubliée, surtout dans l'inconscient collectif, mais je crois aussi en Allemagne, mais des Français d'abord.
Alors, elle a été refoulée de part et d'autre du Rhin par la violence et l'ampleur des deux conflits mondiaux. Mais du côté français, il y a effectivement des facteurs spécifiques à ce refoulement. Un sentiment de culpabilité lié au fait d'avoir déclaré la guerre. Le fait aussi que cette guerre se conclut par une guerre civile, et à cet égard, on peut faire un parallèle avec la fin de la Première Guerre mondiale qui, en Allemagne, débouche sur la proclamation de la République, mais également sur une guerre civile. Et tout le travail, justement, de la période 1870-1914 sera de dépasser ce traumatisme, de réinsérer cette défaite et d'en tirer les enseignements et de la réinsérer dans un récit national. C'est à ce moment-là que la France perd l'Alsace-Lorraine. On devrait plutôt parler, je crois, de l'Alsace-Moselle pour être plus correct. Mais donc il y a vraiment un traumatisme déjà territorial pour les Français. Et puis vous l'avez évoqué, c'est la Commune. Alors la Commune, s'il faut expliquer en deux mots, c'est que les Parisiens en fait refusent cette défaite face à l'Allemagne, se révoltent. C'est l'insurrection de la Commune de Paris qui va se terminer dans le sang, qui va être matée par l'armée française avec l'aide de Bismarck, en fait. Absolument. Ouais. La Commune est une réaction patriotique, une réaction contre l'humiliation ressentie et contre des traités et contre des dispositions d'armistice qui sont jugées humiliantes. Un défilé des troupes allemandes est organisé sur les Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Et déjà se font jour des réactions populaires et qui vont prendre de l'ampleur donc en mars, en raison également de facteurs politiques internes, puisque des élections en février ont ramené à l'Assemblée une majorité monarchique. Ouais. Et donc il y avait aussi la peur de se voir confisquer la République tout juste naissante. Il faut rappeler aussi que l'Allemagne avait vraiment humilié la France, puisque la création de l'Empire allemand avait été signée à Versailles, en France. Exactement. Pas dans un endroit neutre. Non, pas dans un endroit neutre. Les Allemands, les princes allemands résident à Versailles pendant le siège de Paris pour, on va dire, mener la conduite de la guerre. Le château de Versailles est réquisitionné pour devenir un hôpital militaire, notamment. Les puissants ne résident pas à Versailles, mais Versailles possède de grands espaces, d'une part, et puis surtout, la Galerie des Glaces est décorée de scènes montrant les victoires de Louis XIV. Les victoires de Louis XIV, notamment contre les peuples allemands, le sac du Palatinat, entre autres. Et donc, c'est on va dire une certaine vengeance symbolique que de déclarer pour les Allemands un empire en France, à Versailles, dans ces lieux mêmes qui avaient vu la grandeur de Louis XIV. Alors je disais que vous êtes un spécialiste de l'armement, c'est aussi une guerre qui, comment dirais-je, une guerre d'innovation, de progrès technologique, la guerre de 1870. Tout à fait, des innovations qui ont vu le jour dans la décennie 1860, notamment, sont appliquées en grand nombre pendant la guerre de 70. C'est quasiment l'un des premiers conflits où on a des mitrailleuses qui sont employées par l'armée française, alors sans grand succès, mais elles sont là. Les bombardements sont massifs sur les villes, Strasbourg, Belfort, Paris notamment. Les fantassins se battent avec des fusils à chargement par la culasse. Pour la première fois, deux armées s'affrontent avec ces nouveaux armements qui permettent un tir plus rapide, donc un envoi de projectiles plus important. Et le ballon d'observation aussi. Exactement. Ouais. Alors, on observe, c'est sous la conduite de Nadar, notamment qu'à Paris sont fabriqués des ballons pour observer, et puis surtout après pour communiquer avec le reste du pays, Paris étant encerclé par les Allemands. Donc pour mener la suite de la guerre, on a besoin de communiquer avec le reste du pays. Alors tout ça, évidemment, on peut le voir dans cette très belle exposition. Il y a beaucoup d'iconographie, beaucoup de photos de l'époque. Il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art, parce que c'est une période assez riche, et surtout dans les années qui ont suivi en fait, cette guerre de 1870, de création artistique, notamment en peinture. Absolument. Ce conflit franco-prussien, nous avons souhaité l'insérer dans un cadre géographique plus vaste, celui de l'Europe, et également dans un cadre chronologique qui va des guerres de libération de 1813-1815 jusqu'à 1919. Et on observe que cette mémoire est revisitée jusque, y compris la Première Guerre mondiale, à la fois par les peintres, par les photographes,
mais également par les pionniers du cinéma tels que Méliès ou Louis Lumière, qui s'emparent du sujet encore dans les années 1890. Et l'impact européen, voire mondial du conflit se manifeste à travers le fait que ces œuvres d'art circulent. L'Alsacien Gustave Doré présente ses peintures de la guerre franco-prussienne et de la Commune à Londres. Des panoramas sont réalisés par des artistes allemands et français et circulent en Europe, mais également jusqu'aux États-Unis. Et un panorama présentant la défense de Paris en 1870-71 est même présenté pour l'ouverture des premiers Jeux olympiques d'Athènes. En 1904, je crois, non ? À la en 1894. Exactement. En 1894. Alors, vous avez parlé du mot mémoire. On peut dire que les deux pays ont gardé une mémoire très différente de cette guerre de 1870, la France et l'Allemagne. Oui, pour la France, c'est la guerre de 70-71, c'est après la défaite, justement, expliquer cette glorieuse défaite. L'armée française a combattu courageusement, glorieusement. Certes, elle était vaincue, mais ses soldats ont fait honneur à la patrie. Ça va être... je ne vais pas dire le travail, mais le but de toute une génération d'artistes. On parlait des peintres, mais on peut également citer des écrivains tels Zola, Maupassant, qui inlassablement, dans leurs nouvelles, font référence à cette guerre qui les a marqués. Et puis, du côté allemand, la mémoire est, on va dire, un peu plus triomphante, un peu plus classique. Et le travail surtout de Guillaume Ier, plus que de Bismarck en Allemagne, c'est Guillaume qui représente le roi symbole de l'unification, et puis l'empereur ensuite. Mais c'est vraiment Guillaume qui va cristalliser on va dire, ces célébrations. On peut dire, Sylvie Leray-Burimi, que la guerre de 1870, elle est fondamentale aussi pour comprendre l'histoire de l'Europe et elle va, d'une certaine manière, annoncer la Première Guerre mondiale 45 ans plus tard. Alors, indéniablement, la guerre de 70-71 contribue à créer des stéréotypes nationaux. Elle amène également chacun des deux pays à reconstruire un récit national avec des figures très fédératrices du côté allemand. La mise en avant du courage individuel, comme l'a dit Christophe, du côté français. Il ne faut pas non plus surévaluer le poids de l'esprit de revanche souvent mis en avant. Parmi les facteurs déclenchant la guerre de 14-18, c'est bien plutôt le complexe d'encerclement que ressent l'Allemagne face aux alliances conclues par la France avec la Grande-Bretagne et la Russie, qui va précipiter la Première Guerre mondiale. Et en cela, les facteurs de déclenchement sont assez proches de ceux qui ont conduit la France à déclarer la guerre en juillet 1870. Merci Sylvie Leray-Burimi, merci Christophe Pommier d'être venu nous parler de cette très belle exposition. Je rappelle qu'elle est visible au musée de l'Armée, donc aux Invalides à Paris, jusqu'au 30 juillet. Voilà, on a encore plusieurs mois pour aller la voir. Merci beaucoup.